Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Pierre Bosque, je suis responsable du développement au niveau ENR, photovoltaïque essentiellement, chez Bureau Veritas et Xavier Daval. Bonjour à tous. Attends, tu sais quoi? On va faire comme ça parce que moi j'ai une voix qui porte. De toute façon, vous m'entendriez même sans casque. Bonjour à tous, je suis Xavier Daval. Alors j'ai plein de casquettes, mais aujourd'hui on va dire que je vais utiliser la casquette officielle. Je suis vice-président du syndicat des énergies renouvelables et je préside la commission solaire du syndicat des énergies renouvelables. Et puis accessoirement, il se trouve que j'ai un métier et que je dirige un cabinet d'expertise technique qui s'appelle Kilowatt Sol et qui travaille, on va dire, exclusivement dans le solaire et un tout petit peu dans le stockage, puisque le stockage, vous allez vite le comprendre, est un corollaire indispensable du solaire. Alors j'ai la grande responsabilité de faire l'ouverture de cette session consacrée plutôt à l'autoconsommation et je serai rejoint tout à l'heure par d'autres intervenants pour qu'on rentre dans le sujet. Mais avant de s'immerger dans l'autoconsommation, je voulais en profiter pour vous faire une petite introduction sur le solaire. Le solaire qui est une énergie qui est en train d'arriver très vite et moi qui suis dans cette industrie depuis près de 20 ans, je suis toujours autant étonné dans les déjeuners en ville de voir qu'on n'a pas compris que le solaire sera l'énergie de ce siècle. Et pour vous donner un petit peu de profondeur, en 2004, pour construire un gigawatt de solaire, un gigawatt, pour faire simple, c'est la taille d'un réacteur nucléaire. Pour construire un gigawatt de solaire en 2004, il fallait 12 mois. En 2010, il fallait 1 mois. En 2016, il fallait une semaine. Et aujourd'hui, en 2024, on est à moins d'une journée. On pose plus d'1 gigawatt par jour sur l'année 2024. Que vous compreniez bien les enjeux. Et j'allais dire, le catalyseur du réveil du solaire peut-être pour nous, je pense, a été la crise de l'électricité. La France disposant d'un système électrique jusqu'à présent parfait, nous n'avions pas besoin de solutions alternatives. Il faut dire les choses. Nous avons le système électrique sans doute le plus parfait d'Europe. Mais il se trouve que par un défaut technique, par une crise provoquée par une guerre, un défaut technique sur certains réacteurs nucléaires, ont fait que la France s'est retrouvée empêchée. Et là, d'un coup, on s'est rendu compte finalement que l'électricité n'était plus un fluide illimité qui coulait des prises, il suffisait de les regarder pour que ça coule. D'un coup, l'énergie, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de foyers, est devenue un sujet alors que jusqu'à présent c'était un non-sujet. Et je pense que ce réveil des mentalités a fait naître des réflexes notamment de sobriété, tant chez les particuliers que chez les entreprises, qui, in fine, résultent vers une diminution de l'ordre de 8% de la consommation électrique en France. Ces réflexes de sobriété vont durer, mais on sait aussi, et toutes les projections, notamment de RTE, qu'on est à l'aube d'une révolution des usages des énergies, dans lequel le vecteur électrique va prendre de plus en plus de place. Même si, dans l'absolu, l'objectif, bien entendu, c'est de diminuer la consommation d'énergie, mais il y aura une part à l'électrique de plus en plus importante. Et donc, à partir de là, je pense qu'il est urgent que tous les métiers s'approprient le photovoltaïque, qui est de toutes les énergies électriques la plus simple et la plus diverse, puisqu'on la retrouvera déclinée sous plein de modes différents. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec le photovoltaïque, c'est que le panneau solaire, qui est le composant élémentaire d'un projet photovoltaïque, est le même sur une toute petite installation, sur une hutte en Inde, et dans une giga centrale photovoltaïque en haut de l'Himalaya pour la Chine. C'est le même panneau. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça donne un facteur d'accélération énorme. Parce que c'est, en fait, dès que notre industrie progresse, soit par les performances, soit par l'amélioration du processus industriel, comme le panneau s'achète en watts, le panneau a de plus en plus de watts pour de moins en moins d'euros.
Et donc, aujourd'hui déjà, le photovoltaïque est la source d'électricité la moins chère quasiment partout sur la planète et ça va continuer à s'améliorer. Ce qui veut dire qu'on va voir des applications solaires se décliner sur toutes les modes, tout va devenir solaire. Et donc, je pense que quand on parle de bâtiments, quand on parle de foncier, très vite, le mot solaire doit venir et c'est un sujet dont il faut vous emparer et vous approprier. Quand j'ai commencé dans le solaire en 2006, je suis parti installer des panneaux solaires sur les toits dans l'Algoï, qui est une petite région autour du lac de Constance. On parlait de Franconie tout à l'heure. Et quand je demandais à mes clients pourquoi est-ce qu'ils mettaient des panneaux sur leur toit, la réponse systématique c'était rente, une retraite. Ils avaient déjà compris qu'en payant un système qui allait durer pendant 20 ans, ils allaient avoir un revenu régulier pendant 20 ans. Ils investissaient pour leur avenir en équipant leur toiture. Donc il y avait bien à la fois une ambition énergétique de fabriquer ces électrons, mais également une source de revenus récurrente sur du long terme. Et ça, ces vecteurs sont en train de rentrer dans toutes les, je dirais, strates de la population. On est en train de s'approprier ces choses-là. Et c'est ce qui va faire que finalement, le solaire va prendre, parce que ça fait beaucoup de sens dans l'esprit des gens. Ce qui est important de retenir, parce que souvent, au photovoltaïque, on oppose l'intermittence, c'est que l'objectif du photovoltaïque n'est pas de couvrir 100% des besoins, mais ça sera l'une des solutions parmi d'autres solutions dans un mix électrique varié. Et ceux qui le comprennent bien, et on le voit, je travaille beaucoup avec des industriels, ils vont considérer finalement que sur l'entrée énergie de leur bilan, ils vont se couvrir sur une position, pas sur 100%, mais sur une partie, au travers d'un mode de production, par exemple, qui va assurer qu'on connaîtra à l'avance le prix des électrons sur une durée très très longue. Il y a peu d'énergie qui offre cette qualité de lisibilité ou de visibilité sur les prix une fois qu'on a payé son installation. Voilà. Et je pense que c'est les drivers qui comprennent bien, avant qu'on rentre dans le débat, qui va nous interpeller. Tu voulais peut-être dire un petit point sur la dynamique ou sur les marchés ? Les marchés, oui. On voulait aussi parler de ce qui est à l'initiative. C'est la loi des accélérations des énergies renouvelables, la loi APER, qui date de mars 2023 maintenant. C'est une centaine d'articles. Tout, c'est qu'une loi encore. Les décrets, les arrêtés ne sont pas encore parus. On attend encore pas mal de textes. Mais la dynamique est lancée. C'est surtout les articles 40, 41, 42 qu'il faut reconnaître. 40, c'est les ombrières de parking, l'obligation d'équiper les parkings à horizon 2026-2028 pour 50% en photovoltaïque ou une autre solution. Sur les bâtiments existants aussi, à partir de 2028, une autre obligation qui touche les bâtiments de plus de 500 mètres carrés. C'est les contraintes réglementaires, et ces contraintes-là, c'est aussi une opportunité. Une opportunité. Les promoteurs qui avaient uniquement un parking, ils se retrouvent avec une surface complémentaire à louer. Et c'est, comme disait Xavier, une rente, une autre possibilité de gagner de l'argent ou autre. Sur un parking, c'est des solutions qui peuvent être complètement démontables. Vous avez des solutions type massif béton posé sur le parking, charpente métallique, on est sur du complètement démontable. Ça peut laisser de l'espace vis-à-vis de la loi ZAN qui a ses contraintes aussi ou des opportunités. C'est quelque chose qui est lancé. Du photovoltaïque, on maîtrise chez Bureau Veritas. Nous, ça fait à peu près 20 ans qu'on fait des centrales au sol, des serres photovoltaïques. Des objets plus récents comme les ombrières, ça fait 5 ans qu'on maîtrise. On fait des centrales flottantes aussi, solaires. Voilà. On est capable d'accompagner nos clients sur tous ces objets-là, sur nos métiers classiques, en solidité, en sécurité, en mission CSPS aussi. Voilà à peu près tout ce qu'on sait faire. Et pour compléter sur cette loi APER, en fait, l'intention du législateur, c'est d'inciter ce qui, pour moi, semble une évidence, mais je comprends que ça ne le soit pas spontanément,
c'est que toutes les surfaces artificielles de France, qu'on parle de grands parkings ou de grandes toitures de bâtiments, à terme soient équipées. Et j'allais dire, on peut voir cette loi sous deux angles. Soit on la voit comme une contrainte, et on cherchera éventuellement des dérogations pour en sortir, et je vous rassure, il y en a plein. Très facile de rien faire. Et puis de l'autre côté, une opportunité. En vérité, il faut voir qu'on a aussi une dynamique sociétale qui est en train de changer. Le regard à l'énergie, le regard à la sobriété, le regard au renouvelable. Et je pense qu'on le sent tous, même si dans le contexte ou dans le marasme politique actuel, on voit que la position des Verts, des machins, etc., tout ça, ça change. Mais aujourd'hui, on n'est plus en train de faire un clivage entre les Verts et les autres. On est en train de regarder quelle société on veut avoir pour demain. Et cette relation à l'énergie, aux énergies propres, a complètement changé et est beaucoup moins marquée politiquement, mais est descendue dans toutes les couches sociales. Ce qui veut dire que pour ceux qui seront détenteurs d'un bâtiment, s'il est solaire ready, s'il est solarisé, ça changera sa valeur à la revente. Et pour les clients de nos clients, ceux qui auront fait le pas rentreront dans une signature RSE, etc., etc. Et c'est les clients qui aussi feront une pression sur basculer ou pas basculer. Donc de toute façon, pour moi, encore une fois, je vais vous paraître tout à fait biaisé dans mon discours, mais je suis convaincu que le solaire a gagné et que de toute façon, il faut le faire. Et je pense que peut-être le premier message qu'on doit vous donner en fin de cette première table ronde, ne subissez pas, prenez la main et vous ferez de très beaux projets. On va passer à la table ronde numéro 1 ou numéro 2. Je ne sais pas comment on les numérote. La 2. C'est la 2. Et j'appelle Alexandra Bataille et Antoine Pégard à me rejoindre. Je ne sais pas si on va s'asseoir. On va s'asseoir. Comme vous voulez. On va avoir leur micro là. Merci. Mettez-vous côte à côte. Voilà. Oui, on s'assied. Alors, parce que j'ai pris des notes pour préparer quand même, parce que j'ai l'air comme ça d'improviser, mais en fait c'est très très travaillé. L'objectif de cette première séquence, ça va être de parler de l'autoconsommation individuelle. Et dans l'autoconsommation individuelle, on commence à le voir de plus en plus. Ça peut se décliner sous la forme de toiture ou d'ombrière. Pour une voiture, deux voitures, etc. Donc on commence là encore une fois à finalement, avec la pénétration de ce nouveau vecteur, il se décline avec des solutions techniques de plus en plus abouties, de plus en plus simples à mettre en œuvre et qu'on voit décliner partout. Alors, j'ai demandé donc à me rejoindre Alexandra qui est du cabinet Texol. Je te laisserai faire une petite présentation. Voilà. Et Antoine, EDF ENR, et ENR, tu expliqueras ce qu'est ENR au sein d'EDF, parce qu'il y a une petite subtilité dans ces trois lettres. Je commence par l'autoconsommation individuelle. Pour moi, le driver de l'autoconsommation individuelle, il est dans le cœur de l'être humain d'avoir envie de produire ses propres électrons. Je me souviens quand j'ai commencé, les tout premiers projets solaires, on vendait tout à EDF, obligation d'achat. Et souvent, les clients étaient frustrés en disant « mais non, mais moi je veux faire mes électrons ». Alors qu'on leur expliquait qu'on verse tout dans le grand lac de l'électricité française et on repuise de ce lac l'électricité dont on a besoin. Les électrons vont rarement très loin. Mais il y avait vraiment cette notion d'avoir envie de faire ses propres électrons et quelque part, je pense, une sorte de responsabilité de s'impliquer dans la fabrication de ses propres électrons. Et je pense que ça, c'est une évolution sociétale, c'est tout nouveau. Ça s'approprie de plus en plus. Les jeunes générations sont parfaitement impliquées dans ce domaine. Et je pense que c'est l'un des drivers. Et donc, ça va m'amener vers la première question, et ça sera pour Alexandra. Qu'est-ce qui amène à l'autoconsommation individuelle? C'est quoi les drivers? C'est quoi les sujets? Bonjour à tous. Merci Xavier. Alors,
les drivers de l'autoconsommation individuelle, mais en fait, tu en as évoqué déjà pas mal en introduction. Hein, vous en avez parlé. On est sur un changement de paradigme. Avant, on vendait tous ces électrons des FOA, on se posait pas de questions. Il pouvait y avoir de la frustration, comme tu le disais. Et aujourd'hui, on arrive sur l'autoconsommation individuelle, maintenant, collective. On en parlera tout à l'heure. Alors, l'autoconsommation individuelle, on y vient pour différentes raisons. Les obligations. Je pense à la loi accélération des énergies renouvelables du mois de mars 2023. Voilà, effectivement, quand on a des grands parkings, typiquement, plus de 1500 mètres carrés, on doit en solariser la moitié, pour la faire courte. Donc ça crée forcément un flux vers l'autoconsommation individuelle. Il y a aussi parallèlement une obligation à baisser sa consommation d'énergie, ce qu'on simplifie en général par le décret tertiaire, avec des déclarations à faire. Et là, l'autoconsommation individuelle peut permettre de justifier une baisse de consommation significative sur les périodes, sur les échéances de temps qui sont imposées par l'État, 2030, 2040, 2050. 2030, on y est. Donc voilà, il y a au moins ces deux formes d'obligations qui poussent vers l'autoconsommation individuelle. Ensuite, il y a la maîtrise de la facture d'électricité. Avec la crise de l'énergie qu'on a connue il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une prise de conscience des citoyens, des entreprises, de tout le monde. Même si on n'est plus dans cette période de crise, la prise de conscience est restée et maintenant l'autoconsommation est un outil, si ce n'est de réduction de la facture, tout au moins de maîtrise de sa facture sur la durée de vie de l'installation. Donc ça, c'est un élément qui garde toute son importance. Après, il y a des contraintes d'autres contraintes qui amènent à l'autoconsommation individuelle. Par exemple, nous, on a un client dont l'assureur a exigé que son parc d'exposition de voitures soit couvert en ombrière photovoltaïque. Ce client, c'est une concession automobile. J'en profite pour dire qui est Texol. Voilà. Bien sûr. Texol est un bureau d'études spécialisé en énergie solaire. On est 45 personnes avec différents bureaux sur toute la France à faire principalement des études, de la maîtrise d'œuvre de projets solaires, avec aussi une activité d'organisme de formation et une activité de télésuivi des installations une fois qu'elles sont mises en service. Je referme la parenthèse. Merci. Donc, on a ces... Pour l'instant, je vous ai parlé plutôt d'obligations et de contraintes. Il y a aussi le phénomène du véhicule électrique. Hop là, mon anti-sèche est tombé. Le phénomène du véhicule électrique qui fait que on a effectivement l'électricité. On a besoin d'électricité, verte, donc autoconsommation solaire dans ce cas. C'est pour rester cohérent. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a une notion de cohérence intellectuelle. Si on change sa voiture pour l'électrique, ça donne envie d'aller encore plus loin. Tout à fait. Et enfin, au-delà de ces questions d'obligations et de contraintes, il y a un acte citoyen dans tout ça. On a un client qui est une petite industrie agroalimentaire, la confiserie du Tech, dans les Pyrénées-Orientales, qui fait des biscuits et non pas des steaks hachés. Et la confiserie du Tech, elle aurait pu très bien se limiter à l'obligation de solaire qui lui disait il faut couvrir 30% de ta toiture. Eh ben non, une fois qu'il était lancé dans la démarche, il a dit je vais tout tartiner en fait. Il porte l'investissement seul et il a un retour sur investissement d'à peu près 7 ans et il est ravi. Et il fait acte citoyen. Je vais te demander, Antoine, c'est quoi les conditions d'un bon projet? Et puis tu nous dis ENR. Alors je vais commencer par EDF ENR, donc c'est la filiale de spécialité du groupe EDF et qui s'occupe de tous les projets autoconsommation qui lui sont adressés en photovoltaïque, que ce soit du particulier, de l'entreprise, du grand compte ou du professionnel. On a une très large gamme d'offres, voilà, à votre disposition pour en parler après. Concernant les critères de choix pour un client pour s'orienter dans le photovoltaïque en autoconsommation, il faut bien préparer son dossier, c'est surtout ça. On parle effectivement d'avenir avec les toitures, avec les parkings, avec soit les envies des gens, soit les contextes réglementaires. Mais pour autant, il faut savoir qu'aujourd'hui, très grande majorité de toitures en France ne peuvent pas héberger aux conditions réglementaires actuelles, ne peuvent pas accueillir de générateurs photovoltaïques. Donc c'est un premier sujet à travailler pour éviter de travailler dans le vide tout simplement. Et donc pour ça, vous devez faire un certain nombre d'études, notamment de structures, pour préparer, pour voir si votre toiture est capable d'accepter un générateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on a parlé d'autoconsommation, donc forcément, ce qu'il faut regarder, c'est ses consommations électriques.
la taille de votre projet autoconsommation sera forcément dépendant du volume de consommation que vous consommez auprès d'EDF ou d'un autre. Et il faudra évidemment optimiser sur ce point-là, et c'est là où il y a un calcul assez fin à faire entre la puissance qui va être installée sur votre toiture ou d'autres superficies et vos consommations électriques. Et enfin, le dernier sujet qu'il faut bien travailler, c'est vos installations électriques, pour être sûr que le générateur pourra s'intégrer complètement dans votre système et ne viendra pas perturber le fonctionnement de vos installations. Et donc pour ce faire, un des derniers critères à faire, c'est de choisir un partenaire qui soit le plus fiable possible pour vous accompagner vraiment dans la durée, puisque des projets photovoltaïques, grosso modo pour nous en moyenne, c'est à peu près 1 an entre la signature de votre contrat et la mise en service. Donc tout cet accompagnement est forcément nécessaire. Il faut pouvoir quelqu'un qui vous suive dans la durée, qui soit à vos côtés. Super. Alexandra, 2 petites questions rapides. C'est qui les bons candidats pour les projets d'autoconsommation? Et puis derrière, quelques freins. Alors, en fait, tout le monde peut faire de l'autoconsommation. Je vais préciser le point, bien sûr, mais qu'on soit dans un contexte de rénovation ou sur du bâtiment neuf, on peut se lancer dans l'autoconsommation. Qu'on soit un particulier ou un agriculteur, un industriel, on peut se lancer dans l'autoconsommation. À partir du moment où on a un site qui s'y prête, on peut se lancer, et même si on n'investit pas soi-même. Parce qu'un schéma qui se développe fortement, c'est le schéma de l'autoconsommation avec tiers investisseur. Où en fait, j'ai un bâtiment et c'est un tiers qui va investir dans la centrale photovoltaïque. Un contrat de location est mis en place entre ce tiers et moi, et ça me permet de faire des économies sur ma facture d'électricité. Donc, et j'allais dire, même si on n'a pas de site, en fait, on peut faire de l'autoconsommation. Mais là, je vais empiéter sur la table ronde d'après, si je dis ça, parce que ça s'appelle l'autoconsommation collective. Donc voilà, tout le monde peut faire de l'autoconsommation. Et les freins? Et les freins, vous avez vu que je suis résolument optimiste, donc ça va être difficile. Il n'y en a pas. Non, des freins, il y en a toujours. Déjà, il faut être un petit peu patient. Voilà, selon les projets, sur une autoconsommation individuelle simple, on va en avoir pour à peu près 8 mois, entre 8 et 12 mois. Sur une autoconsommation plus complexe, on peut dépasser l'année de mise en place entre l'étude et le moment où c'est branché, ça produit. Voilà, donc il y a peut-être ce point-là. Et puis, au niveau réglementaire, c'est pas toujours très simple. Donc, il faut se faire accompagner par des experts. Et puis, on sait que voilà, c'est une filière qui, jusqu'ici, a beaucoup fonctionné grâce à ce qu'on appelle le tarif d'obligation d'achat. À l'époque, on percevait ce tarif pour toute sa production. Quand on vendait à EDF OA, c'était l'État qui jouait la contrepartie financière de l'électron. Maintenant, on vend son surplus à l'État, et il est question que les règles du jeu évoluent et le tarif qu'on peut percevoir aujourd'hui quand on a une installation jusqu'à 500 kW de puissance, on pourrait ne l'avoir que si l'installation ne dépasse pas 100 ou 200 kW. Voilà, il y a des discussions en cours sur ce thème-là. C'est pas forcément une question, c'est pas forcément impactant du point de vue de la rentabilité. En fait, si l'État envisage de réduire la voilure de LED, c'est parce qu'en fait la filière est de plus en plus compétitive. Voilà, et mature, et ça c'est très bien. Mais par contre, il y a un sujet de sécurité des modèles d'affaires qui se pose, puisque l'État apportait une garantie. Je voudrais pas que tu empiètes. Voilà, apporter une garantie. C'était la question que je voulais poser à Antoine, justement. C'est historiquement, on injectait tout. Après, on peut tout consommer, on peut tout produire. Et l'arbitrage entre la consommation et l'injection, c'est quoi alors les bons réflexes? Pour les entreprises, c'est la volonté des dirigeants. S'ils veulent s'inscrire avoir une véritable trajectoire RSE, l'autoconsommation est un des piliers, un des piliers et quelque chose de facile à mettre en œuvre, même si aujourd'hui il y a encore quelques contraintes réglementaires pour certaines qui jouent un peu sur des délais trop longs. Néanmoins, comme vous l'avez dit, l'offre en France est mature et bon nombre d'acteurs sont capables de vous accompagner. Ça, c'est le premier sujet. Après, il y a évidemment un aspect économique. Aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, le solaire est le seul moyen de production qui donne une visibilité de prix sur 20 ans.
voire plus. Claire. Ça, je viens du groupe EDF, donc je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Il n'y a pas d'autres produits aujourd'hui qui aient une telle visibilité. Même le nucléaire pâtit quand même de certaines évolutions. Et donc le solaire là-dessus offre vraiment quelque chose de complètement visible et sur lequel vous n'aurez pas d'évolution de prix. Vous sécurisez, votre approvisionnement, votre trajectoire de prix et de compétitivité quelque part pour 20 ans au minimum, voire 30 ans, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des modules qui sont disponibles dépassent largement les 30 ans de temps de retour. Et puis enfin, le dernier sujet, qui concerne aussi bien les solutions de revente que d'autoconsommation, c'est la valorisation de votre patrimoine. Un bâtiment, ça a été également dit en introduction, et les agriculteurs l'ont très bien compris, un bâtiment avec du photovoltaïque, c'est un bâtiment qui a plus de valeur. Et l'ensemble des promoteurs immobiliers qui sont ici pourront en témoigner de la même façon, pour avoir eu quelques discussions avec eux. Un loyer avec une solution d'autoconsommation n'est pas tout à fait le même qu'un loyer sans. Ça fait un locataire de plus. On me rappelle qu'on est en retard. Oui, je vais pardon. appeler nos deux intervenants suivants. Vous restez assis et on va juste étendre la table ronde avec Guillaume. Juste finir sur un dernier sujet avec le slide qui s'est affiché pour vous dire que l'autoconsommation est en très très forte croissance depuis fin 2022, mais également bien avant. Voilà, on reste ici. Okay. Vous restez ici, exactement. Et je disais, on bascule à la table ronde suivante avec Guillaume Hennet de Everwatt et Justine Bintouvrez, pardon. J'écris très très mal. Du cabinet d'avocats LLC Associés. Merci à tous les deux de nous rejoindre et on va basculer sur l'autoconsommation collective. Comme son nom l'indique, ça sous-entend que c'est à plus que 1. Je reste excessivement générique entre guillemets sur le principe parce que je vais demander peut-être une première définition. Qui c'est qui veut me la donner? Je me lance. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Bureau Veritas pour l'invitation à ce format mi-conférence, mi-podcast avec nos écouteurs. L'autoconsommation collective, c'est un format finalement où on va avoir plusieurs acteurs, qui soient des collectivités territoriales, des entreprises ou des particuliers, qui vont ensemble former une communauté pour consommer les électrons issus de certains sites de production préidentifiés. On parle de quelque chose qui est finalement assez classique et très mature technologiquement. Il y a des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui depuis longtemps pratiquent l'autoconsommation collective. La France qui est un pays jacobin, vous parliez d'un système parfait électrique, parfait dans une vision centralisée, oui. Mais dans une logique de décentralisation, donc qui en France est possible depuis novembre 2019, donc avec un élargissement du champ de l'autoconsommation collective. Donc on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de près de 500 opérations en fonctionnement, plus de 900 qui sont en cours de développement. Et on a fait un petit travail avec Roland Berger récemment. Il y a des projections de 1 gigawatt crête installé en autoconsommation collective pour 2028. On parle aujourd'hui en moyenne d'opérations de 140 kW crête. Donc on parle encore de petites opérations qui sont de taille à peu près analogue à ce qu'on peut voir sur l'autoconsommation individuelle, mais avec une augmentation des puissances extrêmement rapide. Et sur ces 500 opérations, le segment qui avance le plus vite, c'est celui des entreprises, des acteurs privés, avec plus de 100 opérations aujourd'hui et près de la moitié des 900 qui sont prévues qui sont sur des acteurs privés. Alors, ma première question, elle était de savoir en quoi finalement cette autoconsommation collective complète l'autoconsommation individuelle. Alors, le mot compléter est extrêmement intéressant parce que, en fait, quand on parle d'autoconsommation, on parle toujours d'une brique dans un mix énergétique plus large qui va appeler d'autres moyens de production, hydraulique, nucléaire et autres. On parle finalement de venir satisfaire une portion du besoin électrique d'un site ou d'un acteur. Pour l'autoconsommation individuelle, on va se retrouver finalement dans des logiques où malheureusement, souvent, on va devoir brider la taille de la centrale qu'on installe, puisque la problématique, c'est la valorisation du surplus non autoconsommé, qui aujourd'hui est totalement dépendant des mécanismes de rachat du S21 et du S24 qu'on appelle. Avec l'autoconsommation collective, qu'est-ce qu'on va faire? On va finalement trouver une manière de valoriser ce surplus d'électrons non consommés sur le site avec des voisins, des entreprises qui sont à proximité. Donc aujourd'hui, le droit commun, c'est 2 km de diamètre sur une opération.
on a plaidé, nous, en faveur des zones périurbaines et on a gagné l'extension à 10 km et on a également une extension zone rurale à 20 km, mais qui reste encore un petit peu plus hypothétique puisqu'il n'y a pas beaucoup d'opérations sur ce format-là. Justine, d'un point de vue, donc, parce que dès qu'on commence à organiser des choses à plusieurs, faut écrire un peu, non ? Alors effectivement, les modèles juridiques ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe quand même aujourd'hui de moins en moins une opposition des modèles entre eux, mais plus une imbrication. Donc, complémentarité. Voilà, une complémentarité entre l'autoconsommation collective, donc un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs, effectivement, avec ces périmètres géographiques qui aujourd'hui sont en train de s'étendre pour permettre effectivement d'agréger le plus grand nombre de consommateurs publics ou privés, peu important la qualité de la personne physique ou morale intégrée dans le périmètre, imbriqué avec l'autoconsommation individuelle, donc qui a été très bien décrite précédemment, puisqu'on sait qu'en fait on a des dispositifs d'exonération fiscale en autoconsommation individuelle qu'on peut aller capter même quand on va avoir effectivement ces mécanismes de surplus à plusieurs échelles avec plusieurs typologies de poupées russes, consommateurs. on peut les... Exactement, on a un système de poupées russes et même j'ai envie d'aller un peu plus loin que l'autoconsommation, c'est qu'une fois qu'on a valorisé tout ce qui était potentiellement possible en autoconsommation collective ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des situations où on va avoir un point de livraison qui est beaucoup trop loin de ces sites de production. On peut valoriser en contrat de vente de gré à gré, c'est ce qu'on appelle les PPA, c'est le terme anglo-saxon, pour vous laisser la possibilité de vendre directement votre énergie à un ou plusieurs consommateurs. Voilà, donc sans en dire beaucoup plus sur ces montages-là, effectivement, on a ces systèmes d'imbrication et de complémentarité des modèles entre eux, pour des raisons à la fois fiscales, effectivement, d'exonération, parce qu'on a des obligations d'accélération des énergies renouvelables qui nous imposent de solariser quand même à peu près tout aujourd'hui. C'est absolument, presque tous les parkings et les bâtiments existants, excepté le logement. Donc c'est un gros champ d'application. Et en fait, on se rend compte avec tous ces volumes de surplus à valoriser qu'on va effectivement avoir à changer un peu nos modèles juridiques, donc d'imbrication des modèles entre eux et potentiellement effectivement de recours à des contrats de vente directe d'énergie. Voilà, en fait, on doit gérer aujourd'hui une multiplicité de points de livraison qui nous impose de revoir un petit peu ces modèles. Mais en tout cas, sur le volet juridique, effectivement, on a des systèmes de gouvernance locale mis en place par des acteurs comme Everwatt, des personnes morales, effectivement, qui vont venir réunir l'ensemble des participants à l'opération. Mais j'allais peut-être demander, ça serait bien, donc on ait une petite présentation succincte du mécanisme, peut-être pour ceux qui découvrent un peu ces nouveaux concepts d'autoconsommation collective. Alors, sur ce qui va enclencher finalement une opération d'autoconsommation collective, c'est le fait que des producteurs et des consommateurs vont se retrouver autour de ce qu'on appelle une personne morale organisatrice, donc qui la plupart du temps prend une forme associative aujourd'hui, où il peut être une SPV, il y a différents formats, et qui va contractualiser avec le délégué gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis de manière générale, cette convention. Donc en fait, c'est une répartition entre ces différents acteurs au sein d'une personne morale organisatrice des volumes autoconsommés. Mais peut-être sur pourquoi est-ce qu'on a recours à l'autoconsommation et au-delà de la question de la valorisation du surplus. Il y a plusieurs manières de le regarder. Il y a, et c'était très intéressant dans un syndicat confrère du CER chez Enerplan il y a quelques semaines, on discutait finalement de quelle vitesse le déploiement de l'autoconsommation collective allait avoir et qui serait à l'impulsion. Le premier élément, et c'est la première fois qu'on parlait d'un marché de capacité pour l'autoconsommation collective. Finalement, on n'est plus seulement, et je parle eu égard au réseau et à la maille basse tension principalement, bien entendu, pas la haute tension. En fait, on a un tel potentiel de déploiement en volume qu'à l'échelle du territoire, donc quand on a un territoire, favoriser, que ce soit pour son bâti, son patrimoine, ou pour les acteurs qui vivent sur le territoire, des opérations d'autoconsommation collective, c'est aussi une manière d'anticiper sa propre transition énergétique et finalement de maximiser la qualité du réseau aujourd'hui dont on dispose, puisque ça permet finalement de limiter les appels de puissance en amont des postes achetés à BT, ça permet de réduire les investissements dans le réseau, qu'on va bientôt retrouver de manière très forte dans nos factures d'électricité. Voilà. Du point de vue du client, c'est quoi l'avantage ? En fait, une meilleure valorisation du surplus d'énergie, c'est un prix du mégawattheure plus bas. Donc c'est à la fois le fait de pouvoir stabiliser, ça a été très bien dit tout à l'heure, sur une durée de 20, 25, 30 ans son prix de l'électricité contre les fluctuations, mais aussi à un prix compétitif. Du point de vue du développeur, c'est la possibilité de mutualiser finalement des infrastructures.
alors je vais dire de grande taille par rapport à de l'ACI, mais qui sont de petite taille par rapport au système de production habituel. Aujourd'hui, on est capé à 3 MW crête. Il y a des discussions en cours. Alors, bien entendu, la situation politique est totalement illisible aujourd'hui et on a des attentes importantes, nous en tant qu'acteurs, sur des décrets d'application, de la visibilité sur la future PPE, etc. Mais néanmoins, c'est quand même une manière, je dirais, d'anticiper des fluctuations, puisque si jamais le tarif de rachat, ce qu'on appelle le S21 dans la filière, venait à disparaître, et je ne pense pas pour une cause de maturité de la filière, mais plutôt pour une raison bassement de coupe budgétaire. Voilà. L'autoconsommation collective, finalement, on pourrait assister à un rebasculement de tout ce qui est en autoconsommation individuelle sur du collectif, puisqu'on aurait une manière de valoriser ce surplus sans mécanisme finalement public autour de ça. Donc c'est aussi une autonomie pour le développeur. C'est une autonomie pour les banques et les acteurs qui vont financer ces opérations-là, puisque j'ai pas eu l'occasion de présenter Everwatt, mais Everwatt, on ne fait que du circuit court énergétique, de l'autoconsommation individuelle, collective et EPCiste aussi, de l'installation, et exclusivement ou quasi exclusivement en tiers investissement. D'accord. Alors Justine, tout à l'heure vous l'avez évoqué rapidement, mais la notion d'hybridation, le fait que finalement on va avoir plusieurs modèles aussi, la poupée russe n'est pas terminée, pour pouvoir échanger ces électrons entre les différentes structures. Vous pouvez peut-être donner un exemple ou Alors effectivement, c'est des choses qu'on commence un petit peu à déployer. Alors évidemment, la grande distribution est très mobilisée sur ces sujets-là. Et on va effectivement valoriser d'abord la production en autoconsommation individuelle, par exemple à l'échelle d'un hypermarché, les surplus éventuellement vendus aux galeries marchandes et les surplus du surplus. On s'interroge effectivement sur cette valorisation en PPA. Compte tenu justement de ces fameuses obligations de solarisation qui déclenchent des volumes assez importants à valoriser. On a aussi des clients qui partent de la poupée russe un peu plus réduite. On va d'abord partir de l'autoconsommation individuelle toujours parce que exonération fiscale, parce que respect des enjeux au titre du décret tertiaire. C'est grâce des clients nous demandent de respecter, de les aider à respecter le décret tertiaire juste en faisant de l'autoconsommation individuelle. Donc voilà, je vous donne un petit peu schématiquement un peu parfois les écueils que ça peut engendrer, mais en tout cas c'est une solution de valorisation réglementaire aussi, et de prendre également tous les surplus donc dans ces mécanismes de PPA. On retrouve ces modèles dans le cadre de foncières en fait, qui vont justement monter des véhicules sociaux intégrant l'ensemble des sites de production et de consommation, en jouant effectivement sur ces modèles un petit peu hybrides. On retrouve également ça dans les zones d'activité économique, donc avec la coordination d'acteurs privés et d'acteurs publics, des mécanismes de valorisation évidemment, donc les revenus liés aux mises à disposition foncières, mais également liés à l'électricité autoconsommée et potentiellement les revenus qu'on va venir capter du fait de la revente de ces différents surplus. Donc on retrouve effectivement ces modèles un peu imbriqués dans différentes catégories d'actifs aujourd'hui. Et je crois que Guillaume, il y avait un exemple un peu original sur Bordeaux. Oui, tout le monde pourra le retrouver. Donc on vient de gagner un appel d'offres sur la solarisation de la base sous-marine de Bordeaux, mais peut-être un mot avant ça, ou peut-être c'est le dernier mot, mais c'est important. On parlait des motivations. Elles ont été très clairement exprimées et elles sont les mêmes pour l'autoconsommation individuelle ou collective, avec, il est vrai, la question de la conformité comme sujet numéro 1, et puis la question du prix comme sujet numéro 2, la politique RSE comme sujet numéro 3, et le cœur, comme vous l'évoquiez, en sujet numéro 4, et malheureusement dans ce sens-là. Mais il y a un élément auquel il faut faire très attention. Vous parliez, monsieur, de l'augmentation du nombre de projets d'autoconsommation, plus 82% entre 2023 et 2024, entre le T2 2023 et 2024. On est à 100% entre 2022 et 2023. Donc on a un x4 de tout ce qui a été fait en 2 ans par rapport à l'histoire entière du déploiement de l'autoconsommation. Et on risque réellement, et j'en appelle à l'attention de chacun là-dessus, de se retrouver dans un véritable goulot d'étranglement au moment où les obligations de conformité, que ce soit la loi APER, que ce soit le décret la loi Elan, etc., vont arriver réellement à échéance. On n'a pas les ressources humaines aujourd'hui dans la filière de satisfaire la solarisation de tout le monde. Et malheureusement, ces périodes d'incertitude politique dans lesquelles on se trouve, ça fait mettre le pied sur le frein à toute une série d'acteurs.
et principalement les grands comptes en réalité. Et donc on va avoir une situation où tout le monde va devoir le faire, mais tout le monde va devoir le faire en même temps. Dans un temps très court. Dans un temps très court, avec tout ce que ça veut dire aussi de fluctuations très désagréables pour les entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté pour avoir les talents et les savoir-faire en nombre suffisant pour répondre aux besoins des acteurs de l'immobilier, du retail et autres. Merci Guillaume. Si on veut garder un petit peu de temps pour nous, il nous reste une grosse dizaine de minutes s'il y a des questions dans la salle. Moi, juste avant de basculer dans le... on avait une conférence de presse l'autre jour au syndicat. Ce que j'ai dit aux journalistes, c'est que dans un moment d'incertitude politique, aujourd'hui, le premier parti de France en nombre d'adhérents, c'est le solaire. 1 million d'installations. 1 million de particuliers ou d'entreprises qui ont payé leur carte pour avoir des panneaux sur le toit. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est aujourd'hui incontournable, même si j'entends que la France est exsangue et qu'il faudra trouver de l'argent. Pardon, s'il y a des questions. Ou alors on a été super clair. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, vous êtes tous invités à nous rejoindre dans l'espace qui est derrière, qui s'appelle je ne sais plus comment, mais c'est pas grave, pour un café. Oui, pour tous ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous accueillir au Lounge Le Nôtre, qui est tout de suite sur la gauche en sortant. Et vous pourrez poser toutes les questions à nos experts, prendre des rendez-vous pour éventuellement des explications en plus one-to-one ou sur des sujets précis. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert et vous êtes cordialement invités à nous rejoindre juste ici. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos speakers pour être venus partager avec nous et puis remercier bien évidemment Bureau Veritas pour cette invitation et pour cet événement. Merci à tous. Merci à vous.